Afrique sauvage. La lutte pour la survie des guerriers les plus forts. L'Afrique est une terre où la force détermine la survie. Ici, seules les créatures dotées d'un instinct combatif, d'une endurance extraordinaire et d'une volonté indomptable peuvent tenir bon face à la rudesse de la nature. Au cœur de la beauté sauvage de cette terre brûlante, où la savane s'étend à perte de vue, une guerre acharnée se déroule sans fin. Il n'y a ni règle ni pitié. Ici, la vie peut s'éteindre en une fraction de seconde par un bond fatal, un coup de sang brutal ou une morsure mortelle dans l'eau calme. Et dans cette grande bataille, certaines créatures non seulement survivent, mais deviennent aussi des symboles de force. Des dieux géants comme l'éléphant d'Afrique aux prédateurs suprêmes comme les lions et les crocodiles du Nil. Mais il existe aussi des guerriers silencieux qui ne recherchent pas la gloire, mais qui les sous-estiment en paieront le prix fort. L'un d'eux est le buffle du Cap. Pas de crocs acérés. Pas de vitesse fulgurante. Mais le buffle du Cap, le plus grand buffle sauvage d'Afrique, est l'une des créatures les plus dangereuses du continent noir. Il ne chasse pas, mais il inspire la peur aux chasseurs. Avec son corps musclé pesant jusqu'à 800 à 1000 kg, le buffle du Cap est tel un bloc d'acier ambulant. Sa caractéristique la plus reconnaissable est sa paire de cornes recourbées en forme de fer à cheval, qui se rejoignent au milieu du front pour former un bouclier naturel, suffisamment solide pour résister même à l'attaque d'un lion adulte. Le caractère du buffle du Cap est un mélange de prudence et d'agressivité. Il se déplace souvent en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus, formant une véritable forteresse vivante, toujours prête à contre-attaquer. En cas de menace, le troupeau se retourne et lui fait face au lieu de fuir. Mais quelques minutes plus tard, les buffles contre-attaquent férocement, reprenant leurs compagnons et repoussant l'ennemi. Dans la nature, peu d'espèces proies osent riposter. Mais le buffle du Cap non seulement fait volte-face, mais peut vaincre. C'est pourquoi le monde de la chasse le surnomme « peste noire ». Non pas parce qu'il attaque les humains, mais parce qu'il ne fuit jamais et se bat jusqu'à son dernier souffle. Au milieu du troupeau de buffles du Cap qui pèsent tranquillement, deux mâles adultes sortent des rangs, le regard rivé l'un sur l'autre. Ce n'est pas un combat à mort. C'est une lutte pour le pouvoir, pour la position de chef de troupeau, le pouvoir qui permet au vainqueur de contrôler le territoire et de transmettre sa progéniture. Et pour y parvenir, il n'y avait qu'un seul moyen, se lancer dans une bataille sans merci. Les deux buffles commencèrent à marcher en cercle, tels deux guerriers en quête de nourriture. Un grondement retentit. Puis, le premier coup de sang retentit comme le tonnerre. Les cornes se touchèrent,
et le choc violent força tout le troupeau à s'arrêter et à regarder. Après plus de 10 minutes de combat, une période qui semblait courte mais qui pouvait décider de l'avenir, un camp bâti en retraite. Le vent soufflait sur les plaines arides, où le sol était craquelé et les touffes d'herbe jaune s'étendaient à perte de vue. Au loin, les buissons bas oscillaient légèrement. Non pas à cause du vent, mais parce que le géant solitaire avançait. Chaque pas lourd martelait le sol comme un tambour retentissant. C'était le rhinocéros blanc du Sud, la deuxième plus grande créature terrestre après l'éléphant. Avec un corps dépassant les 2 tonnes, il n'a pas besoin de se cacher. Il n'a peur de personne. Sur son nez se trouve une arme légendaire, une corne de plus d'1 mètre de long, tranchante et dure comme l'acier, faite de kératine, la même matière que les ongles humains, mais des centaines de fois plus épaisse et comprimée. Un coup de cette corne peut pénétrer le ventre d'un prédateur, ou renverser une camionnette si nécessaire. Malgré sa force redoutable, le rhinocéros n'est pas un combattant. Il préfère le calme, errant seul ou en couple, vivant à son propre rythme, aussi ancien que son histoire évolutive vieille de plusieurs millions d'années. Cependant, même le géant doit défendre son territoire. Lorsqu'un autre rhinocéros mâle pénètre sur son territoire, le combat est inévitable. Pas de grognement. Pas d'appel. Juste des pas lourds, le bruit de la poussière soulevée par la collision de 2 corps massifs. Les cornes pointées vers l'avant s'entrechoquent comme des leviers naturels. Chaque charge fait trembler le champ de bataille. Du sang commence à suinter des coupures sur ses flancs. Mais tous deux continuent, tels des machines infatigables. Ce n'est pas un combat pour les droits reproductifs comme celui du buffle du capitaine. C'est un combat pour l'honneur, pour le territoire. Et pour le rhinocéros, la terre, c'est la vie. Là où il mange, où il dort et où il laisse son empreinte pour les générations futures. Finalement, l'un d'eux recule lentement, ensanglanté mais toujours dignement. L'autre se dresse fièrement au milieu des terres arides, respirant bruyamment par son large museau, marquant silencieusement son territoire pour proclamer sa nouvelle puissance. Bien que silencieux et solitaires, les rhinocéros jouent un rôle crucial dans l'écosystème des prairies.
Grâce à leur habitude de se déplacer constamment, ils créent des pistes naturelles qui permettent à de nombreuses autres espèces d'accéder à l'eau et à la nourriture. Se nourrissant principalement d'herbes courtes, les rhinocéros contribuent à contrôler la végétation et à empêcher l'empiètement sur les prairies. Leurs excréments, riches en matière organique et en graines, nourrissent le sol, contribuent à la régénération de l'herbe et fournissent de la nourriture à de nombreux insectes. Une créature à l'apparence rude, mais qui constitue le fondement biologique de toutes les prairies africaines. Au milieu des prairies arides, un troupeau d'éléphants d'Afrique se déplace lentement. Au milieu du troupeau, soigneusement protégés, se trouvent les jeunes qui trottinent sous l'ombre géante de leur mère et de leur tante. Aucun prédateur n'ose s'attaquer à un troupeau d'éléphants adultes. Non pas en raison de leur force physique, bien qu'ils puissent peser jusqu'à 6 tonnes, mais grâce à la coordination, à la discipline et à l'intelligence particulière que la nature leur a conférée. Les éléphants d'Afrique sont des animaux dotés d'une mémoire extraordinaire, d'une communication sophistiquée grâce aux sons de basse fréquence et d'une société matriarcale très soudée. À cela s'ajoute une trompe astucieuse qui lui permet non seulement de manger et de boire, mais aussi de relever les petits lorsqu'ils tombent ou de se réconforter après une longue nuit dangereuse. Bien que lents, les éléphants peuvent courir jusqu'à 40 km/h si nécessaire. Une charge d'éléphants adultes suffit à terrasser un lion, et leur présence éloigne même les crocodiles de l'eau lorsqu'ils viennent s'abreuver. La force des éléphants d'Afrique ne réside pas dans leur capacité à chasser, mais dans leur capacité à contrôler leur espace vital, à protéger leurs congénères et à avoir un impact considérable sur l'écosystème. Les éléphants n'ont pas besoin de chasser pour survivre, mais peuvent forcer une troupe de lions à battre en retraite si elle menace le troupeau. Avec une masse dépassant les 6 tonnes, de longues défenses acérées et un corps aussi solide qu'un mur de fer, ils n'ont quasiment aucun prédateur naturel, hormis les humains. Cependant, ce qui les rend uniques, c'est leur intelligence, leur instinct de défense développé et leur structure sociale soudée. Lorsqu'un individu est menacé, le troupeau entier se mobilise pour former un cercle défensif, prêt à affronter. Aucun prédateur ne veut pénétrer dans ce cercle, où chaque coup de sang, chaque piétinement peut leur coûter la vie en un instant. De plus, les éléphants sont aussi des bâtisseurs d'habitats. Ils utilisent leur défense pour creuser des sources d'eau souterraines, défrichent les fourrés pour faire place à d'autres espèces ou dispersent des graines grâce à leurs excréments. Si les éléphants disparaissaient, de nombreuses zones de savane modifieraient radicalement leur structure écologique. Pour toutes ces raisons, sa taille, son intelligence, ses défenses, son organisation sociale et son impact écologique, l'éléphant d'Afrique mérite d'être considéré comme l'une des créatures les plus puissantes et les plus puissantes de la nature africaine. La surface de l'eau est calme sous la lumière rouge de l'après-midi. Les ondulations semblent paisibles.
Mais sous cette couche d'eau se cache l'une des créatures les plus féroces et imprévisibles d'Afrique. Un hippopotame émerge, ne dévoilant que ses yeux, ses oreilles et ses narines. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence indolente. Les hippopotames ne sont pas des créatures faciles à vivre, mais de véritables forteresses mobiles à l'état sauvage. Pesant jusqu'à 1500 kg, avec des mâchoires pouvant s'ouvrir jusqu'à 150 degrés et des crocs de près d'un demi-mètre de long, il possède l'une des morsures les plus puissantes au monde, capable de briser un bateau en bois ou de couper un crocodile en deux. Les hippopotames ne chassent pas, mais ils occupent l'eau comme leur territoire inviolable. Qu'il s'agisse d'un lion, d'une antilope ou même d'un crocodile du Nil, quiconque s'approche trop près est immédiatement menacé. Bien que carnivores expérimentés, les crocodiles sont souvent poussés hors de l'eau par les hippopotames ou mordus à mort lorsqu'ils envahissent l'aire de repos des femelles. L'instinct de protection des petits de l'hippopotame est particulièrement fort. Le troupeau est généralement dominé par un mâle dominant, avec de nombreuses femelles et petits qui forment immédiatement une barrière au moindre signe de danger. La mère hippopotame est prête à se précipiter sur le rivage, encornant même le lion si ses petits sont menacés. Bien que vivant dans l'eau, les hippopotames ne savent pas nager comme les poissons. Ils se déplacent en marchant au fond de la rivière et peuvent retenir leur respiration jusqu'à 5 minutes d'affilée. La nuit, ils viennent sur le rivage pour trouver de la nourriture et peuvent parcourir des kilomètres pour trouver de l'herbe. Mais c'est aussi la période où ils sont le plus susceptibles d'entrer en conflit avec les humains, et c'est pourquoi les hippopotames sont considérés comme l'espèce la plus meurtrière en Afrique lors de conflits naturels. Alors que le soleil se couche sur l'horizon flamboyant, l'obscurité s'abat sur la savane. Ce n'est pas la fin du jour, mais l'heure d'or des prédateurs. Des yeux brillants jaillissent des buissons. Un corps souple et gracieux se dirige vers le troupeau d'antilopes. C'est la lionne guerrière silencieuse, au cœur de chaque chasse. Contrairement à l'image des animaux solitaires, les lions vivent en troupe, ce qui en fait les prédateurs les plus dangereux d'Afrique. Ils se coordonnent étroitement, utilisant des tactiques de siège, divisant et distrayant leur proie telle une armée bien entraînée. La force de morsure d'un lion peut atteindre 650 psi, suffisamment pour pénétrer l'épaisse peau d'un buffle du Cap ou d'une antilope. Ils peuvent sprinter jusqu'à 80 km/h, avec des griffes acérées comme des rasoirs et un bond capable d'abattre leur proie en un instant. Mais les lions font plus que chasser, ils protègent le pouvoir. Le mâle, avec son épaisse crinière, est un symbole de royauté. Lorsque deux mâles s'affrontent, leurs rugissements font trembler le pays tout entier. La bataille détermine non seulement qui contrôle le troupeau, mais aussi qui a le droit de perpétuer la lignée. Malgré leur force, les lions courent toujours des risques.
Chaque attaque contre un buffle, un éléphant ou un hippopotame est une question de vie ou de mort. Mais leur intelligence, leur organisation et leur courage inébranlable leur valent le titre de roi des prairies. Par un après-midi chaud, un troupeau d'antilopes s'approcha de la rive après un long et épuisant voyage. Ils hésitaient, le regard scrutant les roseaux, l'oreille dressée. L'eau était calme comme un miroir, sans une ride, sans un bruit. Mais juste sous la boue trouble, la mort rôdait, immobile comme une bûche pourrie. C'était le crocodile du Nil, une créature restée pratiquement inchangée au cours de millions d'années d'évolution. Avec un corps de plus de 6 mètres de long et un poids de près d'une tonne, il incarnait parfaitement la mort aquatique. Son arme principale est ses dents géantes, dont la force de morsure dépasse 5000 psi, la plus puissante du règne animal. Mais ce qui le rend le plus terrifiant n'est pas sa force, mais sa patience froide et cruelle. Une antilope baisse la tête pour boire de l'eau. Et soudain, bang! La surface de l'eau explose. Le crocodile jaillit comme une flèche, lui brise le cou en un instant et l'entraîne dans le lit de la rivière. L'antilope se débat désespérément. C'est alors que commence la course à la mort. Le crocodile tournoie avec une force terrifiante, brisant le cou et écrasant les articulations de sa proie en quelques tours seulement. Lorsque le tourbillon se calme, la rivière retrouve son calme originel, comme si la mort n'avait jamais eu lieu. Contrairement aux lions qui ont besoin d'une meute ou aux hippopotames qui ont besoin d'une puissance soudaine, les crocodiles chassent avec furtivité, patience et la capacité de frapper avec une force mortelle. Ils peuvent jeûner pendant des semaines, pour ensuite attaquer en un instant et disparaître comme un fantôme. Dans la nature africaine, les crocodiles ne chassent pas par instinct, mais parce qu'ils sont nés pour tuer. À la tombée de la nuit, la lisière de la forêt semble retenir son souffle. Aucun bruit, aucun vent. Mais une paire d'yeux jaunes vifs observe, se déplaçant comme s'il glissait dans la nuit. C'est le léopard, le chasseur solitaire, silencieux mais mortel. Sans troupeau, les léopards vivent et chassent seuls, tel un guerrier ermite dans une nature rude. Avec leur corps mince mais souple, ils atteignent une vitesse de 60 km/h, un bond précis et une habileté à grimper hors pair. Un simple coup d'œil, une légère flexion, et la proie est entre leurs mains. Mais ce qui distingue les léopards, ce n'est pas seulement leur capacité à chasser des mammifères comme les antilopes, les singes ou les sangliers, mais aussi leurs extraordinaires capacités d'adaptation. Ils ne se contentent pas de tuer, mais protègent aussi leur proie. Après chaque chasse, les léopards transportent souvent de lourdes proies dans les arbres, à l'abri des prédateurs comme les hyènes ou les lions.
Grâce à leurs muscles du cou et à leurs dents puissants, ils peuvent traîner une carcasse d'antilope 2 fois plus lourde que leur corps jusqu'aux hautes branches, savourant tranquillement la récompense intacte. Pas grand, ne nécessitant pas de troupeau, le léopard n'en reste pas moins l'un des animaux les plus puissants du continent noir. Parce que la véritable force réside parfois dans la solitude, la souplesse et la survie absolue en toutes circonstances. Le léopard n'a pas besoin de rugir pour démontrer sa puissance, il lui suffit de se taire et de tuer, aussi vite qu'une ombre glissant dans la nuit. Sous le soleil brûlant des prairies, une meute de hyènes suit silencieusement la piste d'une proie qui vient de se séparer. Sans rugir, sans se précipiter, elles attendent, encerclent et coordonnent chaque attaque comme une armée bien entraînée. Bien que considérée comme un charognard, la hyène tachetée est en réalité une chasseuse habile, dotée d'une mâchoire capable de mordre jusqu'à 1100 psi, capable de broyer les os. Elles se coordonnent rythmiquement, poursuivant patiemment leur proie jusqu'à l'épuisement, puis se ruent dessus pour l'achever en quelques secondes. Sous un soleil de plomb, la véritable force des hyènes ne réside pas dans leur apparence, mais dans leur cohésion, leur stratégie et leur volonté de ne jamais lâcher leur proie. Dans la nature, ils n'ont pas besoin de majesté, seulement d'une efficacité impitoyable pour survivre. Non loin de là, une meute de lycaons se déplace tranquillement dans les prairies. Oreille haute, regard perçant, chaque pas a un but. Sans bruit, sans hâte, ils chassent comme s'ils s'étaient entraînés des centaines de fois. Les lycaons sont les chasseurs les plus efficaces du continent, avec un taux de réussite pouvant atteindre 80 à 90%. Ils n'ont pas besoin d'une force supérieure, mais gagnent grâce à leur rapidité, leur coordination de groupe et une discipline absolue. Chaque individu a un rôle précis dans la poursuite, bloquer, distraire et abattre. Même si la proie est bien plus grande, la meute ne faiblit pas. Elle la poursuit jusqu'au bout, changeant constamment de position, ne laissant aucune chance à la victime. Dans la savane brûlée par le soleil, où les plus forts ne sont pas seulement les plus grands, les lycaons prouvent que la force collective, la loyauté et la persévérance sont les armes ultimes de la survie. Dans les forêts clairsemées, les savanes herbeuses et les rives rocailleuses du continent noir, un tueur silencieux et sans pattes se cache sous les feuilles mortes. Il s'agit du python des rochers d'Afrique, une créature qui apparaît rarement, mais qui, à chaque fois qu'il frappe, met fin à une vie en silence. Pas de venin, pas besoin de vitesse. Son arme, c'est son corps de 5 mètres de long, dont la pression peut écraser les côtes des antilopes, des singes et même des jeunes crocodiles. Dans un monde où ceux qui rugissent sont souvent considérés comme les plus forts, le python des rochers nous rappelle que la force naît parfois du silence, d'une pression lente mais inéluctable, d'une attaque sans avertissement, mais qui ne rate jamais. Dans le monde impitoyable des savanes, des jungles et des rivières africaines, la force ne se mesure pas à la force des muscles ou des griffes, mais à la capacité à s'adapter, à se battre et à survivre à chaque instant de vie et de mort.
Chaque espèce, des prédateurs comme les lions, les crocodiles et les léopards aux défenseurs comme les éléphants, les hippopotames et les buffles, possède une forme de force unique. Certaines espèces se battent avec intelligence, d'autres survivent en troupeau, d'autres encore finissent par un silence mortel. Mais toutes ont un instinct commun, ne jamais se rendre. L'Afrique, terre de feu, de sang et de vie, continue d'écrire l'histoire de créatures possédant la puissance la plus pure de la nature, suffisamment forte pour survivre, pour protéger et pour ne pas être emportée par le tourbillon impitoyable de l'évolution. Quel combat pour la survie vous a le plus marqué ? Partagez votre avis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de survie miraculeuse dans la nature. Sous le sol rouge trempé par la pluie et la lumière du soleil filtrant à travers la canopée dense de la forêt, le Pantanal brille comme une majestueuse symphonie de vie. C'est le continent des rivières qui coulent, des forêts sans fin, où chaque rayon de lumière est gravé dans le pouls de tous les êtres vivants. Au milieu des vastes eaux et des forêts d'un vert profond, toutes les espèces s'engagent silencieusement dans une bataille sans fin pour leur survie. Les cycles de la vie continuent, entremêlant la dureté et la magie de Pantana. Pantanal. Renaissance au milieu d'une eau sans fin. L'aube se levait, le soleil était doux, le Pantanal s'étendait comme un tapis vert géant, les marais étaient immenses, la rivière serpentait parmi les roseaux et l'air était lourd de l'odeur de la terre humide et de l'herbe sauvage en fleurs. Les oiseaux volaient en groupe, s'appelant les uns les autres dans le ciel clair, le son des insectes gazouillant comme une musique de fond sans fin. À ce moment paisible, sous l'eau boueuse, les cochons d'Inde se sont immergés tranquillement, grignotant tranquillement l'herbe verte luxuriante le long du rivage. Les capybaras, également connus sous le nom de capybaras, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser jusqu'à 65 kg. Ce sont les plus grands rongeurs du monde, connus comme les doux géants des zones humides. Le capybara est considéré comme représentant l'art de vivre en communauté. Chaque meute compte généralement de 10 à 20 individus, dirigés et protégés par un chef mâle. Les capybaras sont des maîtres dans l'art de vivre en milieu aquatique. Leur pelage fin et absorbant agit comme une isolation naturelle, aidant à réguler la température corporelle lors des journées chaudes. Leurs yeux, leurs oreilles et leur nez sont situés haut sur leur tête, ce qui leur permet d'être presque complètement immergés dans l'eau tout en voyant et en respirant en toute sécurité, loin des regards indiscrets des prédateurs tels que les caïmans ou les jaguars. Les capybaras vivent en grands troupeaux, allant de quelques individus à des dizaines, réunis en un bloc solide. Tout le troupeau mange ensemble,
prend le soleil ensemble, partagent la vigilance ensemble, formant un réseau de défense naturelle. Lorsqu'ils sont menacés, ils plongent dans l'eau en un éclair, nageant silencieusement et retenant leur souffle sous l'eau pendant 5 minutes, se cachant dans un monde paisible où seule une ondulation occasionnelle trahit leur présence. Il n'est pas exagéré de dire que Capybara est le ministre des Affaires étrangères du monde sauvage. Il est rare de voir des crocodiles en paix avec d'autres animaux, mais les capybaras sont une exception. Ils s'allongent à côté de crocodiles qui prennent un bain de soleil, tandis que d'autres créatures passent tranquillement. L'apparition du capybara a brouillé la frontière entre deux animaux au mode de survie opposé. Avec leur corps dodu et leur fourrure épaisse et imbibée d'eau, ils semblent se fondre dans le paysage marécageux, se cachant des prédateurs et gardant leur corps au frais. Les capybaras ont leur propre ensemble de signaux de communication, tels que des sifflements, des grognements et de petits appels. Et lorsque la saison des pluies arrive, la vie explose avec de nouvelles naissances, et les minuscules chiots suivent leur mère à travers les marais, marquant une nouvelle génération grandissant au milieu de la respiration sans fin du Pantanal. Sur les rivières tranquilles qui coulent à travers le Pantanal, lorsque les premiers rayons du soleil brillent, des gazouillis joyeux commencent à résonner. C'est un signe de la présence de loutres géantes, les « joyeux géants » de cette zone humide. Avec une longueur de corps pouvant dépasser 1,8 m et un poids allant jusqu'à 30 à 35 kg, la loutre géante, Pteronura brasiliensis, est la plus grande espèce de loutre au monde. Ils ont une fourrure épaisse, lisse et imperméable de couleur brun foncé, des yeux brillants et intelligents et des griffes acérées. L'une des caractéristiques les plus reconnaissables est la forme unique des taches blanches sous le cou. Il s'agit d'un signe unique que chaque individu porte, comme les empreintes digitales humaines. Sous l'eau trouble, la lagune du Pantanal s'est soudainement agitée. La loutre géante déchirait l'eau, les yeux rivés sur sa cible. 3 loutres entouraient un crocodile qui avait émergé du rivage. Les 3 loutres n'ont pas hésité à encercler et à tirer le crocodile dans l'eau. Au bruit de l'eau qui éclate, le jeune crocodile se débat violemment, essayant de s'échapper. Mais trop tard. Toute la meute de loutres s'est jointe à eux, chargeant dans toutes les directions, travaillant ensemble comme des guerriers silencieux. Les dents acérées s'enfoncent dans les points faibles, la force collective écrase toute résistance. Une chasse aussi rapide et efficace est due à l'organisation et à la coordination extrêmement intelligente de la loutre géante.
Ils vivent dans des familles très unies de 5 à 10 individus, avec des parents et des enfants d'âge différents. Dans le monde marécageux du Pantanal, les loutres agissent comme un groupe de chasse coopératif. Ils partagent des tâches telles que patrouiller le territoire, rechercher de la nourriture et protéger les jeunes. La saison des pluies dans le Pantanal est la saison de reproduction des loutres géantes, les jeunes suivant les traces de leurs adultes comme une machine de survie miraculeuse. Le Pantanal regorge de créatures étranges et géantes, et l'anaconda en est l'un des exemples les plus évidents. L'anaconda est la reine des pythons et l'une des créatures les plus extraordinaires de la forêt tropicale du Pantanal. Avec des corps mesurant jusqu'à 6 mètres de long et une force terrible cachée sous leurs écailles étincelantes, ils sont l'incarnation vivante du pouvoir silencieux dans le vaste marais. En venant au Pantanal, vous ne serez pas étranger à l'image d'un python géant allongé sur un tronc d'arbre de l'autre côté de la rivière. Ils attendent, patiemment et silencieusement, que le moment soit venu. Et puis soudain, ils se précipitent en avant, serrent et avalent la proie entière dans une chasse à la fois froide et absolument précise. Les anacondas ne sont pas des chasseurs de vitesse. Ils choisissent l'embuscade comme art lors de leur partie de chasse. Cachés immobiles pendant des heures, ils attendent le moment idéal pour frapper. Lorsqu'une proie apparaît, qu'il s'agisse de poissons, d'oiseaux, de loutres, voire de caïmans ou de cerfs des marais qui s'approchent négligemment, l'anaconda se lance avec une force terrible, enroulant étroitement son corps autour de la cible. Sans utiliser de venin, l'anaconda serre sa proie avec une force musculaire énorme, arrêtant la circulation sanguine jusqu'à ce que la vie de son adversaire soit complètement éteinte. Et l'anaconda a repéré sa proie. L'anaconda rampait lentement, les yeux rivés sur le crocodile qui somnolait au bord de l'eau. Pas un bruit. Plus que quelques étapes. Soudain, le python s'est précipité en avant comme un fouet vivant, attaquant à plusieurs reprises. Mais le crocodile grogna, un rugissement rauque qui résonna fort, tranchant comme l'acier. Arrêté, l'anaconda semblait savoir quand s'arrêter, se retourna immédiatement, glissa rapidement sur l'eau trouble, disparut en un clin d'œil, laissant la surface du lagon trembler des ondulations de la confrontation infructueuse. En plus de la chasse, l'anaconda est également célèbre pour son extraordinaire capacité de survie.
Ils peuvent jeûner pendant des semaines, voire des mois, après un gros repas. La saison de reproduction de l'anaconda commence pendant la saison des pluies, lorsque le niveau de l'eau monte et que les sources de nourriture deviennent abondantes. Durant cette saison, d'étranges boules de reproduction apparaissent, une grande femelle sera entourée de nombreux mâles plus petits, en compétition pour les droits d'accouplement. Après environ 6 à 7 mois de grossesse, les pitons femelles donnent naissance en moyenne à 20 à 40 petits, qui sont pleinement développés et prêts à être indépendants dès la naissance. Au milieu du vaste marais inondé, l'anaconda glisse silencieusement, comme une rivière sombre coulant sous la surface paisible, un rappel que dans le monde naturel, les plus grandes créatures n'ont souvent pas besoin de rugir, mais seulement du silence et du pouvoir absolu. La perle bleue du Pantanal est un paradis pour les oiseaux, avec une biodiversité exceptionnelle. Ici, plus d'un millier d'espèces d'oiseaux chantent dans le ciel sans fin, des troupeaux familiers de cigognes et de hérons aux créatures rares et magiques telles que l'ara-hyacinthe et le flamand du Chili. Au milieu des eaux illuminées par le coucher du soleil, les flamants roses du Chili apparaissent comme une gracieuse traînée de feux roses. Avec leurs plumes douces et rose pâle, leurs longues pattes grises et leurs becs épais et courbes et distinctifs, ce sont des danseurs silencieux des vastes marais. Les flamands du Chili se rassemblent souvent en grands groupes, marchant tranquillement dans les eaux peu profondes, utilisant leur bec pour tamiser la boue à la recherche d'algues, de crustacés et de plancton qui constituent leur principale source de nourriture. Cette manière flexible de trouver de la nourriture est à la fois un art de survie et une danse naturelle entre le ciel et la terre. Alors que le coucher du soleil teinte en rouge les vastes prairies du Pantanal, une silhouette grande et mince commence à apparaître, glissant silencieusement à travers le jaune de la nature sauvage. Il s'agit du loup à crinière du Pantanal, une étrange créature à l'apparence mi-sauvage, mi-légendaire. Avec ses longues pattes fines semblables à celles d'une antilope, sa fourrure épaisse rouge-rouille et sa crinière noire qui se hérisse en cas de danger, le loup à crinière est un symbole unique des prairies et des forêts du Pantanal. Contrairement au loup qui chasse en meute, le loup à crinière est un voyageur solitaire, parcourant des voyages silencieux sous le vaste ciel. Le mode de vie du loup à crinière est étroitement lié au rythme du ciel et de la terre. Ils sont principalement actifs au crépuscule et à l'aube, les moments ambigus entre le jour et la nuit. Sur les chemins de terre molle, le loup à crinière marchait doucement, les oreilles dressées, à l'écoute du moindre bruit provenant des prairies.
Leur nourriture est variée, des petits rongeurs, des oiseaux, des reptiles jusqu'aux fruits sauvages juteux comme la lobera. C'est un fruit préféré du loup à crinière, un fruit spécial connu sous le nom de fruit du loup. Le loup à crinière est également connu sous le nom de Chrysotion brachyurus. Ce n'est ni un loup ni un renard, c'est le seul membre du genre Chrysotion. C'est le plus grand chien du Pantanal, mesurant environ 90 cm et pesant 23 kg. Le loup à crinière est crépusculaire, ce qui signifie qu'il est actif au crépuscule et qu'il est omnivore, mangeant une grande variété de plantes, de petits animaux et d'insectes. Au lieu de hurler, les loups à crinière aboient ou rugissent pour communiquer avec leurs partenaires et avertir les autres de rester à l'écart. Ils marquent également leur territoire avec de l'urine. Ils vivent en couple monogame plutôt qu'en meute, chaque couple revendiquant un territoire d'environ 26 km². Au milieu des prairies humides de rosée, le loup à crinière du Pantanal a repéré sa proie. Ce n'est pas précipité. Ses yeux marron doré se promenèrent avec prudence avant de baisser la tête et de commencer son repas silencieux. Ils sautent et renversent leur proie. Avec des morsures nettes, ils déchirent la peau fine, révélant la chair tendre en dessous. Le loup à crinière mangeait lentement, morceau par morceau, comme s'il savourait pleinement le butin de guerre. De temps en temps, il relevait la tête, les oreilles dressées, à l'affût de son faible venant de loin, des cris stridents d'oiseaux, du bruit du vent qui bruissait dans l'herbe. Ce n'est que lorsqu'il fut certain qu'aucun danger ne rôdait que le loup à crinière continua à manger, prudemment et patiemment. Le court festin terminé, il se lécha le museau, secoua la crinière de son cou, puis s'éloigna dans la brume légère, ne laissant derrière lui que quelques brins d'herbe ensanglantés et des empreintes de pas s'estompant dans la lumière du matin. La nourriture du loup à crinière est constituée de proies de petite et moyenne taille, notamment des oiseaux, des poissons, des rongeurs et des lièvres. En particulier, bien qu'il soit carnivore, le loup à crinière aime manger des fruits et des légumes. Cette race de chien vit principalement dans de vastes prairies tropicales. Il existe actuellement environ 17 000 individus matures, principalement au Brésil. Le loup à crinière est classé comme espèce en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Ces dernières années, leur nombre a considérablement diminué en raison de la destruction de leur habitat, de la chasse par les humains et des maladies liées au contact avec le bétail.
Chaque mouvement, qu'il s'agisse du battement d'aile d'un perroquet, du pas silencieux d'un tapir ou du bond éclair d'un jaguar, fait partie d'un grand vortex où toute existence est maintenue dans un équilibre délicat. Les liens ici sont bien plus qu'une simple chaîne de prédation et de survie. C'est aussi la coopération silencieuse entre les animaux et la terre, entre les plantes et l'eau. Il s'agit de tolérance, d'adaptation et parfois de compromis entre les espèces, afin que toutes puissent partager la même vaste maison du Pantanal. Et nous ne sommes pas hors de cette harmonie. Chaque pas que nous faisons laisse une empreinte sur le sol. La survie de milliers de créatures ici dépend non seulement de leur instinct, mais aussi de notre compassion, de notre compréhension et de notre responsabilité. Lorsque nous protégeons la nature, nous ne sauvons pas seulement les créatures du Pantanal, mais nous préservons également une partie profonde de notre propre âme. Parce que dans chaque battement du Pantanal, il y a un battement silencieux de nous, qui portons aussi en nous le sang sauvage ancien, lié à la vie de cette planète.